Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de plusieurs lettres économiques et financières aux publications Agora. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois sur cette chaîne Charles Gave, économiste, président du think tank L'Institut des Libertés et auteur de plusieurs ouvrages, notamment Des lions menés par des ânes, paru aux éditions Robert Laffont. Donc on est vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors Charles Gave, vous avez écrit un article récemment où vous expliquez que la France est en train de rentrer dans un trou noir où la logique va cesser de fonctionner. Alors effectivement, la dette et les déficits budgétaires sont en train d'exploser à la hausse et nos besoins de financement vont passer la barre des 10% du PIB dans les mois qui viennent. Alors comment est-ce qu'on finance le coût du service de la dette quand on ne fait pas de gains de productivité ? C'est une bonne question, mais ce n'est pas simplement, il y a le financement de la dette nouvelle et puis il y a surtout toutes ces émissions du passé qui vont revenir. Donc d'après des calculs qu'on peut faire sur l'arrière d'une enveloppe, je ne sais pas, il va falloir entre 450 et 500 milliards par an levés sur le marché des capitaux. Et le problème, c'est qu'on a à peu près la moitié de notre dette, d'après ce que je peux savoir, qui est détenue par des étrangers. Donc si les étrangers décident que non, ils veulent pas renouveler notre dette et que ils vont simplement prendre l'argent et se barrer avec, ça passe plus dans les marchés, quoi. La France ne peut pas financer à elle toute seule 500 milliards. L'épargne française n'est pas suffisante. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation, c'est pour ça que je dis que c'est un trou noir, c'est que pour la première fois, on n'est absolument pas maître de notre destin financier. On est réduit au bon vouloir de ceux qui sont à l'étranger et qui décident ou non de renouveler leur dette. Voilà. Donc c'est une situation nouvelle qui rappelle fâcheusement ce qui s'était passé à la fin de l'Ancien Régime ou des choses comme ça, quoi. C'est des moments où les pays perdent leur indépendance. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un système où justement il n'y a plus de dépendance envers les banques centrales ou c'est quelque chose qui est totalement impensable ? De toute façon, les banques centrales, maintenant, si elles continuent, vous savez ce que disait REF, ce qui est une vieille blague, mais c'est vrai, c'est que l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, alors, ça fait des années qu'on fait de l'argent qui n'existe pas et qu'on subventionne des dépenses qui n'ont aucune rentabilité, c'est-à-dire des transferts sociaux. Si vous voulez, si la Banque centrale continue à faire ça, à financer ça en France, ce qu'elle a fait avec pas mal d'enthousiasme depuis 4-5 ans, vous vous retrouvez automatiquement avec une inflation qui va passer à 9, 10, 12, 15, 20%. Donc c'est une façon d'enlever la dette. Mais en même temps, si vous voulez, le service de la dette va se mettre à exploser aussi. Donc c'est une sortie par l'inflation qui est... C'est assez facile de sortir par l'inflation quand vous avez une dette qui représente 20 ou 30% de votre PIB, comme dans les années 70. Mais maintenant, avec une dette qui représente 110, ça devient un peu plus sportif, quoi. Et Philippe, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans les mois à venir ? J'ai déjà décrit un petit peu le marché de la dette internationale comme un formidable concours de laideurs. C'est à celui qui présente les plus gros déficits, les plus grands déséquilibres budgétaires, les plus gros trous dans le commerce extérieur. Bon, je veux dire que les États-Unis restent encore pour l'instant imbattables. Ils ont presque une longueur sur nous. Ils sont à 115% d'endettement, mais en fait, non, c'est probablement beaucoup plus quand on compte tout ce qui n'est pas provisionné pour faire fonctionner les institutions fédérales. Ils ont un déficit commercial qui est de l'ordre de 75 milliards par mois. Donc, est-ce qu'on est pire, plus moche que les Américains ? En ce moment, je ne suis pas sûr. Mais ils impriment leur monnaie. Nous, on ne le fait pas. Alors, nous, on le fait quand on a le couteau sous la gorge, quand même. On finit par lancer le QI en 2015, les TLTRO. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation en Allemagne est à 6 ou 7, et ça les amuse pas du tout. Donc, on sent bien que dans la BCE, la Banque Centrale Européenne, ce sont les Allemands qui ont pris le pouvoir il y a à peu plus 6 mois, quoi. Et là, ils veulent monter les taux, les Allemands, donc. Ils disent, écoutez, vous êtes gentils, mais nous, il y a deux sortes dans la vie, deux problèmes dans la vie, les miens et pas les miens, et les problèmes de l'endettement de la France, c'est pas les miens, quoi. Donc, automatiquement, ce qui veut dire, c'est que si on monte les taux d'intérêt réels, je vois pas très bien comment on s'en sort, quoi. Alors, si on n'avait pas suivi les Allemands et si on n'avait pas voulu leur faire spécialement plaisir dans les années 2015-2016, on n'aurait jamais accepté l'Arenh, moyennant quoi aujourd'hui, on aurait de l'électricité probablement 2 à 3 fois moins chère pour les entreprises et pour les ménages. On aurait gardé notre kilowatt nucléaire à 46 € au lieu qu'il soit à 140, 150, 200. Et ça, on le doit aux Allemands quand même.
Alors, comme on leur a fait plaisir, ça serait bien que quelque part, maintenant qu'ils nous ont foutus un peu dans la panade, ils nous soutiennent un petit peu pour nos déficits, parce qu'il y a quand même une grande partie, on leur doit, hein, parce que quand on fonctionne avec de l'électricité qui devrait être beaucoup moins chère, ça rend nos entreprises moins compétitives, on importe du pétrole, etc. Fait ce qu'ont fait le Portugal et l'Espagne, on est sortis. Ils en sont sortis, bien sûr. Pourquoi nous on continue? Ah, alors là, il y a une particularité, je te l'apprends, mais c'est comme la Guyane, c'est une île, comme tu sais. Et la péninsule ibérique jouit d'un statut, d'une sorte d'insularité. Donc, ils ont pu se détacher du marché commun de l'électricité assez facilement, arguant qu'en plus, eux, ils dépendent du gaz, mais non pas du gaz russe, mais du gaz algérien ou qui vient éventuellement du Qatar, etc. Et les Espagnols ont des réserves de gaz absolument gigantesques, ce qui se sait peu, mais des réserves, pas chez eux. De stocker en stockage. Voilà, ils ont des capacités de stockage qui dépassent de loin en fait leurs besoins, plus une quantité d'éoliennes assez phénoménale qu'on voit assez facilement quand on descend sur la côte entre Valence et Séville ou sur la côte ouest vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, c'est plus des coquilles Saint-Jacques qu'on voit partout, c'est des moulins à vent. Donc les Espagnols, ils étaient presque autosuffisants et ils pouvaient dire, donc vous savez, nous on n'a jamais eu besoin vraiment de l'Europe, ce qui était la réalité, puisqu'il n'y a pas de gazoduc, pas d'oléoduc, il n'y a rien qui traverse vraiment les Pyrénées. Et on les a un petit peu laissés faire. Mais la France et l'Allemagne, c'est le couple, c'est le socle, c'est les deux colonnes qui soutiennent l'Europe. Alors évidemment, on ne peut pas abattre ces colonnes, sinon on abat le temple européen. Les dépenses augmentent beaucoup en France et pourtant on a l'impression quand même qu'il y a une dégradation des services publics. Comment on explique ce décalage entre les dépenses et en même temps une perte de qualité de nos services? Vous savez, c'est ce que disait Ronald Reagan, il avait une formule qui était très bien, il dit « Si vous vivez mal et si vous vivez de plus en plus mal, c'est parce que Washington vit de mieux en mieux. » Donc je crois que ce qui se passe, c'est que tout simplement la classe dirigeante française n'a jamais aussi bien vécu. Et finalement, si j'ose dire, l'aristocratie pète dans la soie et le peuple, il rame. Donc si vous parlez à un homme politique important, ce qui m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, ils me disent tous « Mais Charles, tu comprends rien, ça n'a jamais été aussi bien pour nous. » Pour eux, ça n'a jamais été aussi bien. Ils touchent de tous les côtés. Moi, je n'échangerais pas mon poste de député français contre un poste de député européen, parce qu'il va quand même être augmenté de 13%. Von der Leyen va passer de 29 000 à 33 000 par mois, hein, non pas par an bien sûr, 33 000 par mois. Les députés européens augmentés de 13. Nos pauvres députés français, s'ils obtiennent 5, ça sera un peu le bout du monde quand même. Mais ils ne servent à rien non plus. On dirait les députés européens ne servent pas à grand-chose. Mais les députés... ils servent quand même, quand les lobbyistes invitent du monde au resto, comme ça au moins ils ont quelqu'un à table. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a d'étonnant, vous avez tout à fait raison, si vous voulez, la police ne marche pas, la justice ne marche pas, les hôpitaux ne marchent pas, l'école ne marche pas, enfin on voit trop de... Et si on creuse un peu, on se rend compte que tout l'État régalien vit dans une misère noire et que la quasi-totalité des dépassements, c'est dans des transferts sociaux qui sont contrôlés par personne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pour ça que moi je passe mon temps à le dire, la première des choses qu'il faut faire en France, c'est faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe le pognon, parce que personne n'a la moindre idée. Une chatte, il retrouverait pas ses petits, hein, c'est même pas la peine d'essayer. Mais dans le millefeuille administratif de la commune jusqu'au député, je pense que toi, comment on connaît le maire de la petite commune jusqu'au député, voire jusqu'au conseiller régional, on s'aperçoit que là-dedans, il y a un millefeuille extraordinaire et qu'à chaque strate, on retrouve à peu près la même structure de fonctionnaires qui contrôlent ce que faisait la strate inférieure. Le maire, lui, demandant aux strates supérieures s'il obtient bien l'autorisation d'eux. Et tout ça coûte effectivement un pognon de dingue. Maintenant, quand on dit que ça fonctionne moins bien, on peut effectivement se demander comment, avec un taux d'imposition qui était de 45% dans les années 80, on arrivait à faire mieux fonctionner les hôpitaux, la SNCF, tout ça c'était quand même à la charge de l'État. Hein, et dans les années 80, avec moins d'impôts,
ça marchait mieux. Alors moi, je propose peut-être une piste, et je vais faire peut-être un peu polémique, mais j'entendais sur BFM un chef d'entreprise proche du MEDEF, soutien revendiqué aujourd'hui du gouvernement, expliquer que heureusement qu'on prend le virage, il ne prononce pas le mot de l'austérité, mais de la sobriété budgétaire. Et ce virage, il était temps qu'on le prenne, parce qu'après les 600 milliards de déficit liés à la mise à l'arrêt de l'économie, il fallait bien qu'on arrête de dépenser de l'argent bêtement. Ou les tests nasopharyngés qui nous coûtaient 120 millions d'euros par semaine, donc deux hôpitaux par mois, voire on a même atteint, en janvier ou février 2022, on avait atteint 1 milliard de tests nasopharyngés qui ne laissent aucune trace, je pense, enfin... Ça faisait 5 hôpitaux quand même, chaque mois qu'on mettait dans le nez des gens pour je ne sais pas quel résultat. En tout cas, il n'y a rien de concret. Pour prendre l'avion, c'était nécessaire. Oui, mais c'est ça. C'était une obligation. Mais quel était son fondement scientifique, etc. Ou qu'est-ce qu'on en a gardé encore, on se dit, tous ces tests nasopharyngés nous ont permis de faire une avancée formidable sur l'ADN. On comprend mieux aujourd'hui le fonctionnement de l'être humain, et grâce à quoi on va pouvoir le soigner beaucoup moins cher. Donc encore, je pourrais dire, on a dépensé de l'argent pas en vain. Mais là, donc, ce chef d'entreprise nous expliquait qu'après avoir trop dépensé dans ces fameux tests PCR, etc., aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Par exemple, le transport des gens en ambulance pour subir un examen parce qu'ils sont vaguement handicapés, etc., en 3 ans, ça a coûté 1 milliard de trop, 1 milliard de plus. Il faudrait supprimer ce milliard en baissant de X, peut-être même en revenant aux dépenses antérieures de 2019, il n'y a pas de raison que le coût du transport en ambulance augmente autant. Donc on réduit de 1 milliard l'enveloppe transport des personnes. Ce qui a permis à M. Macron d'aller offrir 1 milliard aux Africains du Sud pour se décarboner. Et je ne pense pas que les particules de charbon émises depuis l'Afrique du Sud vont débouler en région parisienne, sur l'Île-de-France, comme celles qui proviennent de Pologne ou d'Allemagne. Ils vont le faire aussi en Inde, il me semble, et dans plein d'autres pays aussi. Alors, autre piste, le déremboursement des soins dentaires. Super, on va pouvoir économiser 500 millions qu'on va pouvoir immédiatement convertir en armes et autres fournitures pour l'Ukraine. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on dépense comme ça, hop, et je vais en Afrique et j'offre 200 millions par-ci, 500 millions par-là, c'est incroyable. Chaque fois que que Jupiter dépense de l'argent, après ça, il va falloir qu'on accepte de baisser la qualité des soins, du remboursement des soins. Tiens, les cures aussi, ça coûte trop cher, les cures. C'est une facture de 500 millions par an. Je pense que si les cures sont efficaces, ça évite après ça de traiter les gens aux médicaments. Et je pense qu'à la sortie, on fait peut-être même des économies avec ça. Non, il faut supprimer les cures. Parce qu'il va certainement y avoir une autre lubie de donner de l'argent, je ne sais pas à qui, ni pour quel prétexte, hors de nos frontières. Donc, il y a quand même quelque chose qui va... Là, je dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, mais je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur quelque chose, c'est que si 50% de notre dette est détenue à l'étranger, et que grosso modo les taux d'intérêt sont, mettons, à 3, allez, donc il y a 1,5% de notre dette qui va partir tous les ans à l'étranger, qui va augmenter le déficit des comptes courants, parce que c'est un paiement. Et donc, si tout va bien, on va croître d'1% compte tenu de la baisse de la population active et d'une faible productivité. Ça veut dire qu'on est à peu près certain que dans les 10 ans qui viennent, le revenu disponible moyen de chaque Français va baisser d'à peu près 1% par an. Il ne peut pas en être autrement, compte tenu de la charge de la dette et qu'il va falloir payer. Donc il y a 1%, puisqu'on est à 110% du PIB, il y a donc à peu près 1,5% du PIB qui va chaque année sortir à destination des étrangers. Et comme notre revenu disponible augmente de 0,5% par an si on a de la peine, si on a du pot quand la dette était à 0, ça veut dire que le niveau de vie, donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est le revenu moyen des Français est maintenant à peu près à 0 sur les 7 dernières années, en plus au pouvoir d'achat, et maintenant il va passer négatif. C'est à peu près certain que la population française va s'appauvrir à partir de maintenant de façon inéluctable. Il n'y a rien à faire. Rien, on ne peut rien faire. On va maintenant, le niveau de vie moyen va baisser, dans les 7 ans qui viennent, ça va baisser entre 5 et 10% et comme les gens n'ont plus rien dans le frigidaire à partir du 20 du mois,
ça risque d'être mal pris. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, si vous voulez, c'est cette extraordinaire baisse du niveau de vie qui arrive. Et alors, je voudrais rajouter une deuxième chose, c'est bon, il y a le niveau de vie qui baisse, très bien, mais l'histoire des retraites, là, ça fait à peu près, les retraites, ça fait à peu près, les transferts, ça fait à peu près 14% du PIB, très bien. Mais si le PIB baisse de 10% dans les 10 ans qui viennent, on continue à payer 14% du PIB d'aujourd'hui ou du PIB dans 10 ans? C'est-à-dire, est-ce qu'on va maintenir le niveau des retraites en valeur, enfin je veux dire en pouvoir d'achat, mais à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui travaillent ne vont pas baisser de 10%, ils vont baisser de 20%. Donc vous avez un double effet là, qui fait que si ça baisse comme ça, moi je ne connais pas un gars normal avec une femme et des enfants qui n'ira pas travailler à Londres, en Allemagne, en Italie ou n'importe où, parce qu'il ne voudra pas se faire avoir un niveau de vie qui baisse de 10% par an, de 10% sur la période. Donc ce que vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'on rentre dans un trou noir, c'est-à-dire que les gens qui sont capables de travailler et de gagner de l'argent, on en a besoin partout dans le monde. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui se dessine partout dans le monde, et les meilleurs vont se barrer, quoi. C'est pas possible autrement. Est-ce que c'est dû à une incompétence ou c'est plus profond que ça, il y a quelque chose quand même de volontaire derrière? Je pense que c'est effectivement un mal très profond, c'est un problème de logiciel à la base. Jusqu'en 2018-2019, les chefs d'entreprise se plaignent de la charge fiscale, etc., l'État trop gourmand. Donc maintenant, on leur restitue presque 160 milliards par an. Hein. C'est quand même pas de la petite monnaie, 160 milliards, que je sache, puisqu'on trouve qu'effectivement, les curistes nous coûtent trop cher avec leurs 500 millions. 160 milliards. Et le deal, c'était, ça doit créer de l'emploi. Ça en crée pas. Enfin, ou quasiment pas. Hein? C'est parce que les gens ne veulent plus travailler, vous le voyez partout dans le monde. Ils veulent bien travailler, mais comme tu disais, ils veulent bien travailler et être payés. Oui, donc ils vont aller travailler à l'étranger. Ils vont aller travailler à l'étranger, mais il n'y a pas de raison, si vous voulez, si on fait. Comme disait ce bon Milton Friedman, il disait si on paye les gens à ne rien faire et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente, quoi. Ça me paraît. Et là, ce n'est pas le chômage qui augmente, c'est le non-travail qui augmente. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez toute une série de gars, je connais tout un tas de petits patrons en province qui disent « je ne trouve personne ». Et la population active en Europe, l'Europe de l'euro, va baisser d'1,5 million de personnes par an, maintenant, aussi loin qu'on regarde dans le futur. Donc vous allez avoir 1,5 million de gars en moins chaque année sur le marché du travail. Trouver un gars qui bosse, ça va être difficile. Hein. Vous pensez que c'est dû à l'État qui s'est trop immiscé dans... C'est tout simple, si vous voulez. Encore une fois, il faut aller aux choses les plus simples possibles. Je sors un dossier donc demain, je crois, qui s'appelle Comment réussir sa désindustrialisation. Si vous voulez, je reprends les 40 dernières années et je montre que toutes les mesures prises par la France, ça a été pour désindustrialiser. Et c'est tout simple, les gens me le disent. Je vais vous dire de quoi crève la France. Il y a permanent, tout le monde, tous les hommes politiques sont là en train de sauter comme des cabris sur leur chaise, comme disait De Gaulle. Il faut réindustrialiser la France. Donc il y a Antenne 2 qui, a une dizaine de jours, a fait une émission sur comment réindustrialiser la France. Et qui était la personne compétente qu'ils avaient fait venir pour parler de la réindustrialisation de la France? Vous ne savez pas? Anne Lauvergeon. C'est elle qui a coulé Areva. C'est elle qui a mis 3 ou 4 milliards d'euros pour acheter des mines au Niger. C'est son mari qui était dans Uramine. Dans Uramine, c'était M. Frick, le bien nommé. Ouais. Donc voilà, alors on prend quelqu'un qui a foutu en l'air un des joyaux de la production française qui était Areva, et c'est cette personne-là qu'on prend comme pour expliquer au peuple français comment réindustrialiser, alors que c'est une participante remarquable du capitalisme de connivence. Elle a coulé sa boîte, mais je pense qu'elle n'a pas de problème de fin de mois. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises est à peu près 30 ou 40% en dessous de ce qu'elle est en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc la raison pour laquelle elle serait désindustrialisée, c'est qu'on ne gagne pas un rond dans l'industrie en France, point barre. C'est tout, on ne gagne pas d'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, il n'y a pas de raison d'investir. Le type qui aujourd'hui ouvre une nouvelle usine en Europe et l'ouvre en France, il est débile.
puisqu'il va avoir une rentabilité qui sera 40% inférieure de celle qu'il aurait dans le pays d'à côté. De toute façon, c'était strictement impossible d'ouvrir une usine en France de l'an 2000 jusqu'à 2021. C'était absolument Il y avait des réglementations dans tous les sens. Bien sûr. Il y avait des règlements. On l'a bien vu avec ce brave Elon Musk qui voulait faire une usine de batterie en France. Il est allé la mettre en Espagne, quoi. Parce qu'il n'a jamais trouvé Imaginez-vous la principale raison, il a besoin d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. Il n'a jamais trouvé le terrain. Et en Espagne, il va avoir du photovoltaïque, donc il va pouvoir effectivement prétendre et prouver qu'il a une usine qui est vraiment verte. Entre les hectares de panneaux qu'il aura sur sa méga factory, plus les éoliennes qu'il y a sur les crêtes, sur toutes les collines aux alentours. Il pourra faire de la batterie. Il pourra enfin faire de la batterie. Mais le problème, c'est ça, si vous voulez, c'est que on fait des paroles verbales, mais la réalité, c'est que vous regardez la part dans le PIB français des profits des entreprises, c'était à peu près le marge brut d'autofinancement, c'est tout c'est le cash flow, c'est tout ça. On était à 28% dans les années 70, on est à 20% aujourd'hui, et l'État, lui, il est passé de 40 à 60. Donc, on a systématiquement choisi, chaque fois qu'on avait une crise, de faire monter le poids de l'État dans l'économie, et en payant ça par l'emprunt. Et donc, on n'a jamais nettoyé le système. Il n'y a jamais eu une crise qui permettait à tous les bras cassés d'être liquidés. Donc, on n'est pas dans un système capitaliste, on est dans un système soviétique. Si vous voulez, je compare la situation de la France à celle de l'Union soviétique à la fin des années Brejnev. C'est-à-dire quand tout le monde savait qu'elle allait sauter, mais tout le monde disait surtout bougez pas, quoi, parce qu'on ne veut pas être celui qui fait sauter. Vous pensez qu'on aurait pu traverser la crise sanitaire, par exemple, en limitant le rôle de l'État et en donnant plus de responsabilités? C'est qu'on aurait dû, puisque c'est ce qu'a fait la Suède. La Suède, si vous voulez, vous regardez le déficit de la Suède. L'Inde, mais l'Inde encore, on va me dire, c'est pas comme nous, ils ont crevé, tout le monde s'en foutait. Tandis que l'Inde, ils ont eu moins de morts que nous, par 10 000 habitants, et ils n'ont rien fermé, sauf les stades. Et celui qui a pris les décisions, c'était le responsable de le docteur Raoult local, si j'ose dire, qui était constitutionnellement le seul qui pouvait prendre des décisions sur la santé publique. C'est-à-dire que les Suédois, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, ont dit en aucun cas, on va permettre aux hommes politiques de mettre tout le monde en prison et d'annuler toutes les libertés fondamentales sous le prétexte qu'on a une grippe. Et c'est ce qu'on a fait en France. Donc ça permet une avancée gigantesque de l'État. Toute la politique française, c'est toujours d'augmenter la puissance des fonctionnaires. Et là-dessus, je voudrais faire un commentaire rapide, si vous voulez. C'est que dans un pays, vous avez trois fonctions, trois constituants, mettons. Vous avez le peuple, qui est là, qui cherche à bosser et à vivre normalement. Vous avez la fonction administrative qui est au milieu, là. La fonction administrative, ça requiert des gens qui ont une mémoire de cheval, parce que c'est très compliqué l'État, hein, qui ont passé des diplômes pour prouver qu'ils n'avaient aucun caractère, et qui sont Aguenand. Vous avez lu le petit Nicolas? Bien sûr. Vous avez lu? Vous vous souvenez d'Aguenand, le favori de la maîtresse, celui que tout le monde détestait, que personne ne voulait prendre dans l'équipe de foot, enfin bref. Bon, on est gouverné par des Aguenand depuis des temps immémoriaux. Et tout en haut, vous avez la fonction politique dont le rôle est que le type qui l'exerce est foudroyé s'il se trompe. C'est Pétain, si vous voulez. Ou c'est De Gaulle qui donne sa démission au moment en 69. Et depuis les années Giscard, la fonction administrative a capturé la fonction politique et nous n'avons plus de fonction politique. La France est gouvernée par des fonctionnaires au bénéfice des fonctionnaires. Et l'ennemi, comme le dit encore une fois Raoult, il dit dans une société, vous avez les systèmes qui sont fondés sur l'obéissance et les systèmes qui sont fondés sur la compétence. Et le but des systèmes qui sont fondés sur l'obéissance, c'est-à-dire le système étatique, c'est de détruire les systèmes qui sont fondés sur la compétence, qui leur font nombre. Et donc, c'est ce à quoi on assiste en France depuis l'invention de l'ENA. Tous les gens compétents en France, c'est pas nouveau, parce que la France a toujours viré ses élites. On avait viré les protestants, puis ensuite on a viré les aristos, puis ensuite on a viré tout le personnel éducatif pour les femmes en 1890, etc., au moment de la folie laïque. Puis ensuite on a viré tous les juifs, et maintenant on vire tous les chefs d'entreprise. C'est le pouvoir étatique, le pouvoir ne supporte pas la concurrence de gens qui seraient compétents. Donc c'est une espèce de coup d'État larvé, et la France, c'est la mère de tous les totalitarismes. C'est la France qui a tout inventé. En l'occurrence, on n'a pas viré ni nos polytechniciens, ni nos normaliens. Mais en plus, on a ajouté les énarques. Ni nos X-Min.
ils se sont exportés bien volontiers d'eux-mêmes. Mais pas, les énarques, pas du tout. Et les énarques, pas du tout. Mais tous ceux qui avaient une compétence d'ingénierie, ce qui est hérité de Napoléon... Ils sont tous à Londres ou n'importe où. Ils sont à Londres, ils sont dans la Silicon Valley. Il y en a qui sont un petit peu en Chine, parce qu'il y en a qui se sont quand même laissés séduire. À Hong Kong, il y a plus de Français qu'il n'y a de citoyens britanniques aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'ils se barrent partout. Tout le moindre gars qui a un petit peu de compétences, il se dit, je ne vais pas attendre qu'on me donne des ordres, que des imbéciles me donnent des ordres pour m'empêcher de faire ce que je veux. Moi, je suis parti pour Londres en 81 parce que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Bon, c'était une décision morale, c'était la meilleure de ma vie d'ailleurs, je ne l'ai pas prise pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. Eh bien, ce qui était très net, c'est quand vous êtes en Angleterre, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et en France, tout ce qui n'est pas permis est interdit. Donc, si vous voulez, quand je reviens en Angleterre, j'ai l'impression de respirer à nouveau. Je peux penser librement. Et à Singapour aussi. Au Singapour aussi. À Hong Kong, c'est plus le cas. Hein. Oui. Au Hong Kong, la société chinoise est complexe. Hein, donc, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour Hong Kong. Je dis à tous les jeunes d'aller à Hong Kong. Pourquoi il y a autant de gens qui pensent encore que la France est un pays capitaliste dirigé par des libéraux ? Pourquoi ? Parce que c'est ce que les journalistes leur disent toute la journée, mais comme plus personne n'écoute les journalistes... Cela dit, la France reste un paradis fiscal. Dès que votre fortune dépasse 100 millions, ça commence à bien aller. Oui, mais ça ne me gêne pas du tout, parce que, encore une fois, vous prenez des pays comme la France ou les États-Unis, les gens me disent il y a des injustices fiscales. Oui, mais aux États-Unis, par exemple, 1% de la population paye 50% de l'impôt sur le revenu. C'est pareil en France. Presque pareil en France. Mais c'est presque pareil en France. Donc on va arrêter de gueuler contre les riches, parce qu'ils payent 50% d'impôt sur le revenu. Donc on ferait bien de leur foutre bien la paix, et surtout d'essayer de faire venir les autres. Et qu'est-ce que tu appelles les riches ? Parce que le riche, si ça commence à 6 000 euros par mois, je crois... 1% de la population. C'est-à-dire que 99% de la population sont en dessous. Donc c'est le type qui doit être au-dessus de... Le riche, il va de 100 000 euros par an, grosso modo, c'est même moins d'ailleurs, hein, c'est 70 000 euros par an, jusqu'à 700 000. Et puis, alors ceux-là, effectivement, ils payent tout. C'est de 70 000 à 700 000, ils payent tout. Et au-delà de 700 000, on ne paye plus rien. Rien, zéro, walou. Et c'est là qu'il y a un truc qui coince quand même. J'ai vu quand même que ce brave Arnaud, il avait payé quelque chose comme 5 millions d'impôts en France. Et ce qui est absolument rien. Ce en proportion est rien. Ce qui est rien en proportion. Mais encore une fois, dans la parabole des talents qui existe dans les évangiles, à aucun moment, vous connaissez la parabole des talents, vous savez, on en donne 4 talents à un, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Et quand le maître revient au bout de 30 ou 40 ans, il dit, celui qui a fait 4 talents, lui dit, voilà, j'en ai gagné 4, là je te les donne. Et puis il dit, bravo, bon serviteur. 2 talents, il lui donne 2 talents. Et le troisième, il dit, j'ai enterré mon talent parce que tu es un maître dur et insupportable. Et dans les évangiles, ceux qui ne prennent pas de risques vont toujours en enfer. Ceux qui prennent des risques, même s'ils se cassent la gueule, ils sont toujours pardonnés. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette parabole, c'est que ce que le Seigneur nous dit de façon tout à fait claire, c'est qu'il ne faut pas enlever des talents à celui qui est en haut, qui a pris plein de risques, pour le donner à celui qui est en bas, qui n'a rien fait, qui l'a enterré. Or, c'est ce que les gens veulent faire. Ça fait 70 ans qu'on nous explique qu'il faut prendre du pognon aux riches pour le donner aux pauvres, ce qui embête les riches parce qu'ils ne peuvent pas se développer comme ils veulent, et ce qui ruine les pauvres parce que du coup, il n'y a plus de croissance. Donc, encore une fois, il serait temps d'arrêter les imbécilités sur les riches. Le problème en France, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et ce qu'on avait, on les a tous virés. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous les gens qui ont vraiment du fric, ils ne sont plus en France. Moi, j'ai vu tous mes amis, ils sont en Belgique, ils sont en... Donc, cette idée qu'il faut que l'impôt est injuste, la seule chose qu'on devrait faire, c'est mettre les impôts à 20%. Moi, quand je payais mes impôts à Hong Kong, c'était pas difficile, je recevais une note, vous avez gagné combien ? Envoyez-nous 15%, merci beaucoup. C'était 3 lignes. Et c'était un flat tax. Et ils n'ont pas de déficit budgétaire, et ils ont un système universitaire qui marche au tonnerre de Dieu, et un système de santé qui marche au tonnerre de Dieu. Donc, encore une fois, la seule truc qui marche, c'est la taxe flat. Tout le monde paye à 20% de ce qu'il gagne. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, ça n'a aucune importance, ça ne regarde pas l'État. Et là, le rendement de l'impôt serait extraordinaire. Mais tout le monde rentrerait. Beaucoup plus efficace. Le truc que je n'arrive pas... Enfin, c'est quelque chose qui ne passe pas, c'est que quand j'entends M. Arnaud et ceux qui le défendent dire si on commence à lui piquer de l'argent, il ne paye même pas 2% d'impôt. Hein. Si on lui pique de l'argent, il ne va plus créer d'emplois. Mais moi, je suis entouré de chefs d'entreprise où je les conseille, où c'est des gens qui sont abonnés, et ils me disent, mais moi, je crée des emplois aussi. Hein.
Et moi, je suis à 33%. Moi, je me prends 33%, voire je suis à 40%. Donc moi, je suis chef d'entreprise, je crée des emplois et je suis à 33 ou 40%. Et M. Arnaud, il est à 2%. Donc il y a quand même des chefs d'entreprise qui sont plus égaux que d'autres. Et je pense que ce que tu dis résoudrait le problème. Tout le monde est à 20%. Point barre, fini, plus de discussion. Plus de discussion, tout le monde est à 20%. Et à ce moment-là, ceux qui ne créent pas d'emploi, son entreprise périclitera et puis c'est tout, quoi. Donc on s'en fout. Mais encore une fois, il y a une idée qui est complètement fausse. C'est l'idée de la répartition. Il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Il n'y a pas des cas quand même où c'est nécessaire Oui, c'est des cas où c'est tout à fait nécessaire. Mais à ce moment-là, dans la plupart des pays comme les pays d'Europe du Nord, c'est la commune qui s'en occupe. Parce que dans la commune, vous savez très bien qui sont les passagers clandestins. Vous savez très bien quels sont les gars qui vous devaient du pognon. Le maire, il le sait très bien. Donc toutes ces distributions sociales se font au niveau de la commune et c'est le maire qui s'en occupe. Parce que moi, je vois aujourd'hui, par exemple, pas loin de là où j'habite, à Avignon, pendant l'été, vous avez une ville qui est à la limite de 4 départements, comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans cette ville qui touchent des allocations de 4 départements différents. Vous savez, les allocations, comment on appelle ça? Il y a des tas d'allocations pour la dépendance, pour les gens retraités qui ont des petites retraites. Tout ça, c'est le département qui le règle. Et ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que, par exemple, ce qui se passe aussi, je vois partout, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en ménage, ce qui est bien normal, qui font des enfants, ce qui est bien normal, mais surtout, ils ne se marient pas. Parce que s'ils ne se marient pas, ils ont droit aux logements sociaux, ils ont droit... Ça fait deux parents isolés. 2 parents isolés, ils ont droit à des trucs. Donc vous avez toute une série... On bâtit des systèmes qui détruisent la famille, par exemple. Or, on se rend compte que dans tous les pays du monde, le plus gros marqueur de la criminalité, en particulier pour les garçons, c'est l'absence du père. Donc on est en train de bâtir des systèmes où, dans le fond, le père est remplacé par l'État. Et ça fait que des brigands derrière. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de trucs avec les meilleures intentions du monde où on est en train de détruire ce pays en détruisant la famille, en détruisant la notion de travail, en détruisant... moi, c'est tout à fait étonnant aujourd'hui. Par exemple, si je paye un gars aujourd'hui, il va toucher, un type qui est très très bon d'ailleurs, mettons qu'il touche 40 000 euros par an. 40 000 euros, oui, c'est ça, 40 000 euros par an. Il me coûte 80 000. À moi. Employeur, 80 000. Il touche 40 000. Ensuite, il va payer des impôts là-dessus. Il va payer... 22, 23. Oui, il va se retrouver. Ensuite, avec l'argent qui lui reste, il va payer la TVA. Donc, il va lui rester 15 000 et il me coûte 80 000. C'est pas très incitatif au travail. Hein. Quand j'étais à Londres, je disais aux gars, vous voulez travailler à Paris ou vous voulez travailler à Londres? Parce qu'on avait des bureaux dans les deux villes. Je leur disais, à Paris, vous resterez à peu près 30% de ce que vous me coûtez. À Londres, il vous en restera 90%. Et vous pourrez vous abonner, si vous voulez, à une mutuelle de santé avec des hôpitaux partout qui s'occupera très très bien de vous. Vous aurez une retraite capitalisée qui vous appartiendra, etc. Mais ils sont tous venus bosser à Londres. Il n'y en a pas un qui est resté à Paris. C'est débile. Donc, si vous voulez, on fait tout. La base du raisonnement, c'est que l'État pourvoira à tous vos besoins et que ceux qui travaillent pour eux sont des égoïstes et des salauds. En fait, c'est ceux qui sont payés à ne rien foutre qui sont des égoïstes et des salauds. Mais si on supprime ce système d'aide finalement aux personnes un peu plus démunies, parce que même s'il y a des exceptions qui font que... Mais ils se mettront peut-être au boulot. Il y en a tout un tas qui se mettront au boulot. C'est ce qui s'était passé en Californie, quand ce bon Reagan a dit, bon, vous savez ce qu'on va faire, il était gouverneur de Californie. Tout le monde a le droit à des aides, mais ceux qui sont là, ils viennent à la mairie tous les jours, qu'on aide, et ils vont aider à balayer les rues, à les rendre propres, etc. Le nombre de gars qui demandaient des aides, c'est absolument écroulé. La réalité du Japon, c'est effectivement que tout le monde occupe tous les postes. Mais aujourd'hui, en Californie, il n'y a plus de boulot et les gens sont souffrants. En Californie, c'était avant Reagan, c'était la Californie de Reagan, c'était la Californie maintenant, des années 70. Là, maintenant, c'est Zombieland. Il y a des dizaines de milliers de drogués sous fentanyl au centre de San Francisco, de Los Angeles. Mais c'est horrible, les États-Unis vont très mal. On compterait du coup sur les gens pour se responsabiliser tout seul et donc aider les autres. Mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est pas un peu utopique de penser qu'on va penser au bien commun alors que l'être humain est un peu égoïste finalement par nature? Pas du tout. Je vous donne un exemple. Les petites sœurs des pauvres, quand elles s'occupaient des pauvres dans le temps, ça coûtait même pas, si elles levaient 100, ça coûtait 2 à 3%.
il y avait 97% qui allaient aux pauvres. Aujourd'hui, vous avez 75% qui va à l'administration et 25% qui va aux pauvres. J'ai un exemple assez rigolo pour qu'on mesure bien à quel point l'État suce l'argent à tous les niveaux et dans des proportions qu'on n'imagine pas. Les sociétés d'autoroutes, moi je me disais tout bêtement, ouais, ils doivent être à 30 et quelques pourcents, 33 peut-être, etc. Et en fait, je découvre avec le débat sur, faut les surtaxer, ces compagnies d'autoroutes, parce que quand même, elles ont un peu profité du truc. Hein. Elles ont commencé à être privatisées du temps de Villepin, donc ça date pas du régime ultralibéral dans lequel on prétend nous avoir jetés en 2017. Hein. Ça me fait rire, mais bon. Et les sociétés d'autoroutes, en fait, elles ne payent pas 43% de taxes. Ben, 33, elles en payent 43. C'est-à-dire qu'en fait, l'automobiliste, quand il passe au péage, il paye un peu Vinci, il paye un peu Eiffage, il paye un petit peu peut-être... Il paye surtout l'État. Mais en fait, il paye 43 à l'État. Et quand il s'arrête pour prendre de l'essence, là, il va payer 55% à l'État. Et quand il va recharger sa voiture, parce qu'on va mettre des bornes sur les autoroutes, le coût va être également absolument prohibitif. Et l'État va également taxer les véhicules électriques qui vont peser trop lourd. Alors comme on est très français, on va évidemment on va surtaxer tous les véhicules qui font plus de 1783 kilos, parce que les grosses berlines allemandes qui fonctionnent bien, ou les grosses Tesla, elles font 1784 kilos. Donc on va taxer le poids. Mais en fait, on n'entend qu'une chose, c'est taxe. Donc taxe sur les véhicules trop lourds. Plus la TVA, j'ai vu que maintenant, dans le système énergétique français, il y a une TVA sur les impôts que l'État prélève. C'est-à-dire qu'il prélève un impôt et ensuite on prend une TVA sur l'impôt qu'on a été prélevé. Il faut l'avancer quand même, ça. Un impôt sur une TVA sur l'impôt que l'État a prélevé, parce qu'il a créé une valeur ajoutée. Pas mal. C'est nouveau, ça vient de sortir. Hein. Mais on tient quelque chose là. Non, mais quand on tient quelque chose. Ça part d'un très bon sentiment. Quand vous dites qu'il faut aider tout le monde est d'accord. Mais le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez que des passagers clandestins. Je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a été professeur d'espagnol. Avant de prendre sa retraite, elle l'a été pendant 25 ans parce qu'elle avait élevé ses 2 filles avant. Bon, très bien. Elle touche une retraite absolument géniale de 750 € par mois. Pas terrible. Hein. Après 25 ans d'enseignement, le professeur d'espagnol dans les lycées. Bon. N'importe quelle grand-mère qui arrive pour le regroupement familial, le gouvernement français lui donne 900 € par mois. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne, là ? Et en plus, ça, elle va être aidée parce qu'il y a des gens qui sont... Qui pensent pas, c'est ça, qui ne pensent qu'à aider ces gens-là, qui leur donnent des papiers. Qui leur expliquent qu'il faut être chrétien, persécuté, et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème de nos sociétés, et c'est à ça que s'adressent les réformes qui se passent en Suède et au Danemark en ce moment, c'est l'existence de ce qu'on appelle les passagers clandestins. Des gens qui sont là, qui ont fait un métier de ne rien foutre et de traire la vache. Et c'est de là d'où viennent la plus grosse partie de nos déficits aujourd'hui. On n'a pas la moindre idée de là où passe le pognon. Et c'est simplement parce que vous avez ce que dit un type comme Charles Pratt. Bon, on est 67 millions de Français, je crois qu'il y a 74 ou 75 millions de cartes vitales. Il me semble que petit boulot que pourrait faire la Cour des comptes, allez voir qui a ces 7 ou 8 millions de cartes vitales qui ne devraient pas exister. Non, là, on envoie des essaims de drones pour repérer les piscines sur la Côte d'Azur. Oui. Non, mais je veux dire par là, c'est que vous avez quand même un truc extraordinaire. Charles Pratt dit qu'il y a une fraude sociale qui est d'au moins 75 milliards d'euros. 75 milliards d'euros, moi, si j'étais, je dirais, écoutez, je ferais venir Charles Pratt et je dirais, écoutez, vous avez tout plein pouvoir et vous allez m'expliquer exactement comment on arrête, parce que 75 milliards d'euros, ça règle le problème du déficit budgétaire français. Allez. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'il a été viré en tant que juge. Et qu'est-ce qui va m'arriver, moi, si je retrouve 7,1 milliards d'euros ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? À vous, rien, mais si vous étiez fonctionnaire, vous seriez viré. Surtout si j'explique que ces 7,1 milliards, c'est la contribution de la France aux achats de vaccins d'Ursula von der Leyen, qui ne seront pas livrés. Et d'ailleurs, on en jette par millions des vaccins. Hein. On les a achetés, mais on ne les consomme pas. Mais il n'y a pas eu d'enquête non plus. Hein ? Il n'y a pas eu d'enquête non plus, ni sur M. von der Leyen d'ailleurs. Voilà, donc l'histoire des vaccins, ça coûte à la France 7,1 milliards d'euros.
Donc ça, alors là, on avait l'argent, c'est parti, sans problème. Par contre, là, j'en reviens, les soins dentaires, les médicaments de confort et les cures, il ne faut plus les rembourser. Non, mais c'est important, ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce que disait Hollande, de toute façon, ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye. C'est-à-dire que ces gens-là pensent que ce que vous dites, c'est-à-dire que si on allait, on ferait du mal à tous ces pauvres gens qui sont... Mais en fait, ces 75 milliards, c'est probablement avec ça que tourne la drogue dans tous les quartiers, à la Porte Saint-Denis, etc. Ça nourrit la criminalité. Parce que ce sont des criminels qui font ces trucs, et une fois qu'ils ont commencé à être criminels, ben ils vont décliner la criminalité selon toutes ces... Donc encore une fois, quand j'étais jeune, il y avait une espèce de respect de ceux qui faisaient la dépense publique pour l'argent public. C'est-à-dire que un haut fonctionnaire s'honorait de ne pas dépenser de l'argent comme un fou. Il a été très économe, un type comme Guillaume et tout, il voyageait en seconde, j'en sais rien. Eh bien, c'est maintenant, on considère qu'il est de bon ton de dépenser du fric qu'on n'a pas parce que ça entretient l'activité économique. Ce qui est une connerie qui dépasse l'entendement. Oui, mais là, si on arrête d'injecter de l'argent, alors on va revenir à un truc très concret, parce que on a une dette, le service de la dette, son coût va tripler, hein, grosso modo, par rapport à 2021. Hein? Ça va prendre du temps parce qu'une grosse partie de la hausse, là, ça a été la hausse à cause des obligations indexées. Hein. Donc ça a été 90% de la hausse. C'est 10% de la masse de la dette et c'est 38% du coût de la dette. Donc maintenant, si on arrête de soutenir l'économie... On ne soutient pas l'économie, on soutient la criminalité. Pour soutenir l'économie, si on fait 75 milliards d'économies, comme après que Charles Pratt soit intervenu, le type qui travaille pour moi, que je paye 40 000, il pourra toucher 50 000 ou 60 000. Ça ira au type qui travaille à la place d'aller aux types qui sont des criminels. Soutenir l'activité, ce n'est pas entretenir la criminalité. Or, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Au nom de notre politique keynésienne imbécile, on m'explique qu'il faut soutenir la criminalité. C'est débile. Moi, pour mes lecteurs, ils sont habitués à m'entendre dire il peut y avoir de l'activité et les États peuvent vivre au-dessus de leurs moyens parce que les États peuvent émettre de l'argent avec la bienveillance, le feu vert bienveillant des banques centrales. On peut aller demander de l'argent auprès de la banque. Elle va créer le crédit, parce que ce n'est pas la Banque centrale qui crée l'argent d'abord. Hein. C'est d'abord la banque à qui vous allez demander de l'argent et qui dit... Si la base monétaire, si la Banque centrale achète, si le bilan de la Banque centrale est multiplié par 4 en 3 ans, elle a créé de l'argent. Mais voilà. Mais non, la Banque centrale a créé de l'argent. Oui, mais là, elle a acheté la dette, elle a créé de l'argent. Elle a créé de l'argent. C'est pas les banques commerciales. Hein. Parce que là, c'est l'État qui a dit j'arrête toutes les entreprises, il tire le rideau, les entreprises ferment, et je maintiens les salaires et je paye leur loyer à leur place. Bon, donc ça, c'est une décision politique. Mais si on sort de ce contexte très particulier, avant le Covid, on était déjà dans une folie de création monétaire, mais c'est parce que les banques, pour du business, acceptaient tous les dossiers de crédit. On leur soumet et c'est le feu vert. Et là, si les banques, et elles sont en train de devenir extrêmement frileuses, et si le crédit aujourd'hui est compliqué, c'est pas parce que la Banque centrale dit attention, j'instaure des quotas extrêmement stricts, c'est bien parce que les banques commencent à se méfier de leurs clients. Alors SVB aurait dû se méfier des siens bien avant de capoter, mais c'était déjà trop tard. Le Crédit Suisse aurait dû aussi se méfier. Et on a des banques qui aujourd'hui commencent à se méfier de leurs clients. Et quand la banque commence à se méfier de ses clients, je pense qu'on n'est pas loin de connaître une récession. Et là, c'est pas parce que les banques centrales se montrent restrictives. Alors d'accord, l'argent est facturé plus cher. On a connu des périodes où l'argent était à 14%, où l'économie était florissante. Là, on va vers de l'argent plus cher, mais le vrai problème, à mon avis, ce qui va nous foutre dans le mur de la récession, c'est que là, il n'y a plus la confiance dans l'emprunteur. Et donc, ce qu'on se disait au début, il ne faudrait pas que ça arrive aux États. De toute façon, vous regardez le bilan des banques, ça fait des années qu'elles ne prêtent plus sauf à l'immobilier. Ça fait des années qu'elles ne prêtent plus sauf à l'immobilier. Et que, grosso modo, ce qu'elles ont maintenant, c'est qu'elles ont... Le truc le mieux qui s'est passé dans les banques, c'est ce qu'a fait la Banque centrale, c'est qu'elle prêtait aux banques commerciales à -2, il fallait le faire quand même, à -2, et avec ça, le conseil était acheté des obligations italiennes à +2,
ce qui faisait baisser le spread entre l'obligation italienne et l'obligation allemande. Et les types se sont fait comme ça des milliards de dollars sans prendre aucun risque garanti par la Banque centrale. Donc aujourd'hui, nos banques ne sont plus des banques, ce sont simplement des espèces de machins qui servent à diffuser l'argent dans le système. Dans le fond, c'est comme s'il y avait des distributeurs de billets. Dans les banques, elles ne prennent plus aucun risque, si ce n'est dans l'immobilier. Elles ne prêtent plus aux sociétés, elles ne prêtent plus aux artisans, elles ne prêtent plus à personne. C'est devenu des espèces de correspondants de la Banque centrale. C'est-à-dire que nous n'avons plus de fonction bancaire. Ce que dit Elon Musk, qui est un type intelligent, il dit dans le fond l'économie, vous avez l'économie réelle qui est là, vous savez, on échange des biens, des services, bon, c'est très bien. Et pour la faire tourner, on a trouvé il y a très longtemps qu'on allait mettre une espèce d'operating system, vous savez, un système opérationnel d'ordinateur qui est la monnaie au-dessus. Et donc, dans une économie, vous pouvez avoir trois problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes dans l'operating system, qui déconne, parce que justement, il est manipulé par les banques centrales, etc. Vous pouvez avoir des problèmes dans l'économie, protectionnisme, guerre ou n'importe quoi. Et vous pouvez avoir des relations entre l'operating system et l'économie réelle. Donc il y a 3 sortes de problèmes. Et en Europe, on a réussi ce coup simple et toute exécution d'avoir une monnaie, l'euro, qui est une saloperie qui ne marche pas. Donc l'operating system ne marche pas. L'économie, avec toutes les réglementations qui nous mettent, les impôts, etc., ne marche pas. Et la relation entre l'économie et l'operating system, qui d'habitude faisait par le système bancaire, n'existe plus parce qu'il n'y a plus de système bancaire. Et on me demande pourquoi l'économie ne marche pas. Et je leur dis, pourquoi voulez-vous qu'elle marche? À quel moment on a bâti un système qui est kafkaïen, où personne ne comprend comment. Moi, je fais faire mes impôts je sais pas, c'est pas très compliqué, mais par une personne spécialisée, parce que j'avais fait quelques années, quand j'étais aux États-Unis, un truc, j'avais fait remplir des feuilles d'impôts par 3 spécialistes différents, et j'arrivais à 3 résultats différents. Mais complètement différents. C'est-à-dire que les mêmes gars qui prenaient les mêmes lois avec mes ils arrivaient à 3 résultats différents, les impôts pouvaient varier du simple au double. Donc un système fiscal doit être simple, large, et que tout le monde le comprenne. On a un système qui est complètement incompréhensible, ça empêche toute production, et puis voilà quoi. Est-ce qu'on va vers une décroissance du coup? On va voir surtout ce qui va se passer. Je vais vous expliquer, c'est pendant 20 ans, il y a eu la grande crise asiatique il y a 20 ans. Et certains s'en souviennent. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ces pays ont dû faire appel au FMI, parce qu'ils avaient une crise de liquidité très forte. Ils ont fait venir le FMI. Et le but de l'Asie depuis 20 ans, c'est de ne jamais revoir le FMI. Parce que tous les types ont perdu la face. Ça a été abominable. Donc plus jamais revoir le FMI. Pour ne plus jamais revoir le FMI, il faut que vous ayez des monnaies sous-évaluées, des balances commerciales excédentaires massives, que vous transformez en réserve de change. Et comme ça, vous avez tellement de pognon que vous n'avez pas besoin de voir le FMI. Donc ça fait 20 ans que l'Asie vit au-dessous de ses moyens et qui déverse leur épargne excédentaire chez nous, en achetant nos obligations et en achetant les obligations américaines. Donc nous, ça fait 20 ans qu'on vit avec l'argent qu'on gagne, plus l'argent qu'on emprunte. C'est ça notre niveau de vie. Mais à partir de maintenant, l'Asie, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ils peuvent acheter leur pétrole autre chose qu'en dollars, ils peuvent l'acheter dans leur monnaie, ils ne vont plus acheter nos obligations. Mais c'est absolument certain qu'ils ne vont plus l'acheter, ils n'en auront plus besoin. Ça ne sert à rien. Et donc, comme on n'aura plus ça, nos taux d'intérêt nominaux et réels vont monter très fortement. Et notre niveau de vie va devoir s'ajuster à ce qu'on produit. Donc, à la place d'avoir emprunt plus production égale niveau de vie, on va avoir production moins remboursement des emprunts égale niveau de vie. On va avoir une gamelle sur notre niveau de vie. Pour vous donner une idée, quand ça s'est passé en Asie dans des circonstances un peu similaires, le concessionnaire Porsche en Thaïlande n'a pas vendu une Porsche pendant 2 ans. 2 ans. Il y en avait tout un tas de Porsche d'occasion qui n'étaient pas chers d'ailleurs. Et donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a devant nous, les gens ne se rendent pas compte, une chute de notre niveau de vie, parce que ça fait 20 ans qu'on vit, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que pour une fois, on va se c'est un petit peu, c'est ce qui s'est passé en Union soviétique, quand ils n'ont plus pu emprunter parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés, ils ont sauté. Mais comme on est en train d'arriver dans un système qui est liberticide, de façon extraordinaire dans tous nos pays, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va être très dur, mais on va retrouver nos libertés.
Et je ne connais pas un seul gars qui aujourd'hui dise, en Union soviétique ou en Pologne, qui préférait retourner il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on va en prendre plein la gueule, mais on va être libre à nouveau. Donc ceux qui devront mourir vont mourir et ce sera... C'est pas qu'ils vont mourir, mais ils devront... Tous ceux qui aujourd'hui sont des passagers clandestins, qui vivent sans rien foutre. Non mais je parle des entreprises, surtout celles qui vont... Ben, les entreprises qui devaient mourir, c'est celles qui sont encore là en France, si j'ose dire, elles ont bien du mérite, parce que si elles ne sont pas mortes, c'est qu'elles ont bien du pot, quoi. On n'est plus qu'à 9% de production industrielle. Oui, la Grèce. Ben, on est à peu près au niveau de la Grèce, mais surtout ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que il y a 40 ans, la production industrielle française était facilement le double de la Suisse. Aujourd'hui, la production industrielle suisse est très supérieure en absolu à notre production industrielle. C'est-à-dire que, et la Suisse a eu une monnaie qui est montée, des taux d'intérêt élevés, et les gens ne meurent pas de faim dans la rue, il n'y a pas de... si vous voulez, donc, encore une fois, vous regardez la Suisse, vous regardez la Suède, la production industrielle française s'est arrêtée nette en 2000, puis ensuite elle a chuté brutalement, donc ça fait 32 ans qu'on n'a pas eu de hausse de la production industrielle à peu près, et la Suède et la Suisse, ça continue à monter comme ça. Pourquoi? Parce que l'État reste à sa place. La Suisse, ça fait 50 ans qu'ils sont à 30% du PIB. Quand vous allez voir la Suisse, ils votent sur tout. La Suisse, ils n'ont pas de déficit budgétaire, ils n'ont pas de déficit extérieur, ils ont des excédents monstrueux, ils ont la monnaie la plus forte du monde, ils ont le SMIC est à 4 000 € ou je ne sais pas combien, et ainsi de suite. Et vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Parce que vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse, parce que les Suisses votent sur tout. Ils ont leur propre monnaie aussi, c'est peut-être pour ça, non? Qui? Leur propre monnaie aussi? Ben, ils ont leur propre monnaie, mais qui nous a collé? Les Suédois ont leur propre monnaie, ça va très bien. Ils la payent quand même sur l'euro. Hein, donc, Non, il n'est pas payé. Si tu veux aller monter 30% depuis le début de l'euro, depuis 5 ans, il est monté 30% contre l'euro, le franc suisse. Ils l'ont gardé fixé pendant 2 ans, puis ils se sont dit, mais ils font n'importe quoi. Et puis on est venu sur un plateau. Mais la désindustrialisation de la France, ça vient encore d'un truc, une question de dogme. C'est qu'à un seul coup, on était séduit par l'économie sans usine de Serge Tchourouk. Les gars, ils ont découvert ça à HEC, à l'ENA, etc. Et ils ont trouvé ça formidable. On allait nous se garder la matière grise, toutes les activités à forte valeur ajoutée, et on allait exporter notre carbone dans des pays où il n'y a pas vraiment, on n'est pas très très regardant. Mais ça a très bien marché, par exemple, avec Apple. Apple, c'était le plus grand succès mondial dans les affaires, et c'est le modèle Tchourouk complètement. Toutes leurs centres de recherche sont en Californie, et toutes leurs usines sont en Chine. Et vous en avez partout des trucs comme ça. Donc le modèle n'était pas idiot, c'est l'application du modèle par les Français qui a été débile. C'est qu'au moins, Apple, il se débrouille pour ne pas être taxé à mort par le gouvernement français sous prétexte qu'il a réussi. Mais ce qu'ont fait les Chinois, c'est beaucoup plus malin que ça, les gens n'ont pas compris. Les Chinois ont dit, écoutez, ils sont venus voir le gouvernement français, on va vous faire des produits, là, par exemple, pour vos médicaments, qui vont vous coûter beaucoup moins cher. Donc ça va vous permettre de baisser le taux d'inflation, donc tout le monde est très bien. Ça va soulager la Sécu, tout ça. Oui, ça va soulager la Sécu, c'est parfait, donc allez hop, on fait ça. Et donc, les Chinois bâtissent des usines que nous, on avait avant, oui, pour faire ces produits. Donc nous, on ferme nos usines. Les usines, maintenant, sont en Chine. Et pendant qu'on est en train de détruire nos usines, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils nous prêtent de l'argent pour qu'on achète leurs produits. Et puis, dans 1 an ou 2, ils vont dire, je ne vous prête plus d'argent parce que vous n'avez rien à me donner en échange. J'en ai assez de vos bouts de papier colorié, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils vont se retrouver avec les usines et nous avec rien, si ce n'est des dettes vis-à-vis de la Chine. Et c'est ça qu'on appelait la mondialisation. Donc c'était exactement le contraire. Dans un régime libéral, pas un pays ne peut rester avec des déficits budgétaires et avec des déficits extérieurs, parce qu'en principe, ça s'autocorrige, les autres cessent de lui prêter. Mais à partir du moment où les États peuvent emprunter pour se créer une fausse demande, les usines apparaissent ailleurs, mais pas dans l'État. Donc, les gens me disent, je suis sûr que quand va arriver la baisse du niveau de vie, vous allez avoir dans tous les journaux télévisés, etc., on va vous expliquer que c'est la faute du capitalisme. Je suis sûr, je le vois arriver gros, c'est tout sauf la faute du capitalisme, c'est la faute de ces imbéciles qui ont cru qu'on emprunta de l'argent, on allait régler le problème. Alors moi, je vois une bonne façon de régler le problème, parce que je pense qu'avec l'Europe et l'euro, si on n'en sort pas, on ne retrouve pas d'autonomie, donc c'est très très compliqué. Donc moi, je vois un bon truc. Les gens, les vilains pollueurs qui émettent du CO2,
Mais on a le droit de les taxer, non? On va peut-être leur en recoller un coup. Les produits, Oui, mais attendez, les produits qui reviennent à nos frontières, on va leur mettre une taxe. Je reviens, mais ça veut dire qu'on peut les acheter, les produits qui sont taxés, qui font du CO2. Ils vont être plus chers. Non, mais c'est pas ça. Ils reviennent de Chine, ils vont être taxés. Si vous dites à la Chine, ben, on va vous taxer les produits CO2, ben, ils vont vous dire je ne vous les vends pas. Et vous allez tout... Non, ils vont nous les vendre. C'est le consommateur non, mais on va qui les payer comment? On n'a pas d'argent. On va les payer avec de la dette, mais ils n'en veulent plus. Vous n'avez pas l'air de comprendre. On n'a plus rien à vendre. On n'a plus rien à vendre. Nos actifs, ils n'en veulent pas. Notre dette, ils n'en veulent pas. On vient quand même de leur vendre 500 Airbus là, aux Indiens. Là. Oui, les Airbus, c'est fait. Il y a 70% qui vient des États-Unis, des Airbus. Donc, tous les produits qui rentrent dedans. Donc, et puis, on a un produit qu'on réussit à vendre. Et encore. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les gens n'ont pas l'air de comprendre que on n'a rien à vendre. En principe, l'échange, c'est vous échangez des voitures contre des avions et vous payez le solde en différence. Mais à partir du moment où vous n'avez rien à vendre, comment vous faites? S'il n'y a rien à vendre, s'il n'y en a pas de voiture à donner en échange des avions, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je dis. On va trouver une nouvelle raison de ponctionner de l'argent en interne sur des gens qu'on va présenter effectivement comme... Mais il n'y en a plus d'argent en interne. Notre niveau de vie va baisser de 25% puisqu'on sera plus subventionné. Nos taux d'intérêt vont monter de 5%. Je suis sûr qu'on va encore réussir à trouver une combine pour taxer les gens. L'Argentine et le Venezuela n'ont pas trouvé. Hein. L'Argentine et le Venezuela, qui étaient les deux pays les plus prospères après les États-Unis en 1945, eh ben, ils n'ont pas trouvé. Ils sont aujourd'hui dans un état de misère totale. Donc, s'imaginer qu'on va trouver quelque chose, on ne va rien trouver du tout. Si on n'a rien à vendre, notre niveau de vie baissera à due concurrence du moment où on a encore quelques jolis trucs à vendre, des appartements à Paris, j'en sais rien, mais en dehors de ça, on n'a rien. Aujourd'hui, on n'a plus de produits en vente. Et vous pensez qu'on se dirige donc vers un modèle comme l'Argentine, par exemple? Ben, si on ne réussit pas à se réformer, c'est évident. Et comment donc est-ce qu'on peut se réformer Eh ben, il faut faire repasser l'État de 60 à 40. Il faut libérer les forces de production, il faut baisser les impôts, il faut virer les gens. Ce que disait Chrétien, qui était le type qui a sauvé le Canada au moment où le dollar canadien se pétait la gueule dans les années 80. Ça va recommencer, je pense, dans pas longtemps. Oui, c'est parce qu'il s'est réélu un imbécile. Mais ce qu'il a dit Chrétien, c'est dit, c'est moi je suis dans le bois. Il était dans le bois. Hein. Il y a deux façons de traiter le bois. Ou bien vous le rabotez, c'est-à-dire comme l'histoire des taxis, là, vous savez, ou l'histoire des dents. Vous rabotez, on fait 500 millions d'économies ici, etc. Ou bien vous y allez à l'arrache. Et vous faites une clairière. Et il a dit, quand il est arrivé, il a dit, tous les départements baissent leurs dépenses de 15%. Net. Je ne veux pas savoir comment vous faites. Tout le monde baisse de 15%. Fermez votre gueule, tout le monde s'y met. Tout le monde a dit, ça va créer une dépression épouvantable. Ils ont eu un boom, et ça a duré 25 ans sans qu'ils aient aucune récession. Donc, quand vous faites passer de l'argent de gens qui en font n'importe quoi à des gens qui savent quoi en faire, c'est curieux, l'économie repart. Vous pensez qu'on pourrait avoir un vrai libéral au pouvoir en France? Jamais. Pour une raison très simple, c'est que pour avoir un libéral, le libéralisme, c'est l'état de droit, c'est fondé sur le droit. Or, en France, nous n'avons pas un droit. Nous avons deux droits. Nous avons le droit qui s'applique à vous et à moi, et le droit de l'État, le droit administratif. Et donc, nous ne vivons pas dans un état de droit, nous vivons dans un droit de l'État. C'est-à-dire que l'État, quand je me bagarre avec l'État, je passe devant un tribunal administratif et je perds toujours. Donc, vous ne pouvez pas avoir de libéralisme en France s'il n'y a pas un système de droit auquel l'État est soumis comme tout le monde. En Angleterre, la reine d'Angleterre est soumise au même droit que c'est le common law. C'est le common law. Tout le monde est soumis au même droit. Tandis que nous avons deux droits. Un pour les favorisés et un pour les planquins. Ben, on ne peut pas avoir de libéralisme, puisque vous avez un droit spécial pour les favorisés. Le libéralisme, ce n'est rien que l'application du droit. Il y en a deux. Et en plus de ça, on envisage de remettre en cause le droit de propriété. Enfin, on ne le remet pas en cause, on l'ampute, on le... Mais non, mais à partir du moment où l'État pense fondamentalement que les propriétés des Français, c'est à lui. Il n'y a pas la différence qu'il y a dans le monde anglo-saxon, où la propriété, c'est une propriété individuelle. La notion de propriété individuelle n'existe pas en France. C'est-à-dire que je peux vous l'appliquer parce que vous avez mal voté la semaine dernière. Allez. Regardez ce qu'ils ont fait, par exemple, aux Russes. On a fermé tous les comptes des Russes en France.
Ils n'avaient jamais fait de mal, ils étaient en France, ils étaient tranquilles. Moi, je connaissais des gens qui étaient en France, qui étaient des Russes normaux, si j'ose dire, qui n'avaient rien à voir avec Poutine. On leur a confirmé leur compte, on leur a tout piqué, on leur a piqué leur yacht, on leur a piqué... Avant qu'ils reviennent en France, il fera chaud. Oui, mais moi, c'est ce que je dis. L'histoire du carbone, on la voit déjà dans le logement. Les taxes foncières augmentent de façon... Alors à Paris, bon, c'est assez abyssal. Il y a d'autres villes de province où c'est pas des villes, on va dire, de bobos, c'est plutôt des villes ouvrières où ça monte aussi de 25-27%. Parce qu'il y a des besoins sociaux et que, bah, évidemment, ça redescend. Non, il n'y a pas des besoins sociaux, il y a des besoins de financer des trucs qui ne devraient pas l'être. C'est pas sociaux, parce que c'est pas social. C'est pas social, puisque aujourd'hui, vous avez une augmentation extraordinaire de la grande pauvreté en France. Extraordinaire. C'est normal. La facture d'électricité a doublé, là. Mais je sais bien, mais il n'y a pas d'augmentation de la grande pauvreté en Suisse. C'est parce que vous entraînez des gens dans la pauvreté qui restent dans la pauvreté. Le but de ces gars-là, c'est de créer, comme dans les plantations, dans les États-Unis au sud, c'est de créer un endroit où on crée un parc de pauvres qu'on entretient pour qu'ils continuent à voter pour vous et qu'ils vous maintiennent au pouvoir. C'est ce qu'a fait le Parti démocrate avec les Noirs aux États-Unis. C'est ce que fait Anne Hidalgo avec le 19e et le 20e à Paris aussi. Exactement. Hein, voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont besoin d'avoir des pauvres. Ils créent les pauvres parce que c'est les pauvres qui les... Ils ont, avec très souvent les immigrés qui arrivent, dès qu'ils peuvent voter, ils votent. Avant de comprendre, ils votent. Donc, encore une fois, ne croyez pas une seconde que c'est des besoins sociaux. Ça n'a rien à voir avec le social. Ça a tout à voir avec la capture de pouvoir par des crapules. En tout cas, ça, la surtaxation de l'immobilier, on y va tout droit. Et on a bien derrière cette thématique du carbone, donc tous les vilains émetteurs de carbone, on les taxe. Ceux qui ont une passoire énergétique, ils surproduisent du carbone, donc on les taxe. On leur enlève leur propriété qui ne vaut plus rien. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est affreux, parce que tous ces gens qui étaient dans la catégorie qui avaient des appartements, qui étaient à Paris ou partout, qui étaient des passoires... ce qui se passe, c'est assez tout l'haussmannien est une passoire. Oui. Tout ce qui est bâti sur les boulevards des Maréchaux, à Paris, ces beaux immeubles en briques des années 30. Mais vous vous rendez compte la perte de valeur que ça crée ? CG. Mais vous aviez 1/5 des appartements aujourd'hui qui deviennent inhabitables, invendables et inlouables. Eh bien, c'était le patrimoine de quelqu'un sur lequel on vient de mettre un impôt de 100%. Son patrimoine baisse. Et si tu comptais sur ses loyers pour vivre à sa retraite, il est cuit. Donc, si vous voulez, on vient de ruiner, sans même en parler, une partie importante des propriétaires français. Et ça, c'est parce que à la tête de l'État, on a une espèce d'entité jupitérienne qui nous dit que la rente, voilà ce qu'il faut combattre. À mon avis, c'est toujours pareil. Ce qui m'ennuie beaucoup dans toutes ces discussions, c'est que les Français croient toujours que le calife est gentil et que c'est le premier vizir qui est méchant. Donc ils se disent toujours, si on avait un type convenable, ça ne marcherait pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la structure de l'État, la structure de la Constitution française est ainsi faite pour amener au pouvoir une classe prédatrice. Et donc vous pourriez mettre n'importe qui, vous mettriez moi, je ne pourrais pas changer ça. La Constitution de la 5e est une merde inimaginable, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, la justice n'est pas indépendante, le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour, c'est gouverné par une toute petite camarilla, et cette camarilla a pris le pouvoir... Mettons que ce soit pour simplifier l'inspection des finances au moment de Giscard ou un peu après, et nous ne sommes plus en démocratie depuis très longtemps. Et ces gens-là n'ont qu'une idée, c'est de continuer à appauvrir une partie de la population pour rester au pouvoir. L'idée qu'on a tous, c'est que si on avait des gens convenables, ils chercheraient le bien commun, mais plus personne ne parle du bien commun. Ils ne cherchent pas le bien commun, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc il n'y a aucune solution en fait. Si, il y en a une. C'est s'en débarrasser. Et comment ? Oui, mais si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, comment on se défend ? Eh bien, on arrête de dire en tout cas que si on mettait quelqu'un de bien, le problème serait résolu. Si un pays est malade, c'est que sa loi fondamentale est mauvaise. On crève de la Constitution de la 5e. Je l'entends, donc, mais... Il n'y a pas un politique qui réclame un changement de Constitution. Je l'entends, mais toi, tu es le premier à avoir réparti tes actifs. Qu'est-ce que peut faire quelqu'un en France dont on est en train de raboter le droit à la propriété, qu'on est en train de surtaxer sur le foncier? Si j'avais 20 ans et des enfants, ou 25 ans et des enfants, etc., je ferais ce que j'avais fait dans le temps, je m'en irais.
Bon, Ça a été une des conclusions d'un débat qu'on vient d'avoir récemment. Mais, oui, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas envie de mourir dans un hôpital à Los Angeles ou à Hong Kong, ça me broutait. Donc je suis revenu mourir tranquillement en France, et pour m'occuper, je fais des bêtises. Mais oui, il y a les seuls qui peuvent se battre, mais la seule solution, c'est redonner la parole au peuple par le référendum d'initiative populaire. Le souverain, c'est le peuple. Et donc, il faut que ce soit lui qui ait l'initiative des lois et qu'on l'enlève à ces gens-là. Et la première des mesures à prendre, ce serait de rendre les fonctionnaires inéligibles. Ce qui est le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Angleterre, partout. Le fonctionnaire est inéligible. Alors, je vais prendre un cas pratique. J'en ai marre, l'immobilier, ça y est, j'ai compris. Oui. Mon truc, je ne peux plus le louer. Si les louer, de toute façon, s'il ne paye pas, ça prend 4 ans. Et on voilà. Mais à Paris, là, les 55% de hausse des impôts, là, c'est bon, j'ai compris. Oui. Donc, j'arrête. Donc je vais réussir à le vendre, mon appartement, parce que je trouverais bien, peut-être même que c'est la mairie de Paris qui va me le racheter, parce qu'ils en rachètent. Bien sûr, avec de l'argent qu'ils empruntent. Avec de l'argent qu'ils empruntent, ils achètent des choses à 10 12 000 euros le mètre carré. Hein. Ils n'achètent pas que porte de la Chapelle. Hein. Donc j'arrive, cas d'école, je vends mon appartement. Allez, je le vends, j'ai 70 mètres carrés, 1 million avec le parking. Voilà. Et qu'est-ce que je fais de ce million? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Quelqu'un qui dit j'en ai marre, là, ça y est. Je vais répondre, tu es en 1920, tu es un jeune Allemand, tu as survécu à la Première Guerre mondiale, tu as eu du pot, tu dois te faire ta retraite. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des obligations d'État, la monnaie disparaît 2 fois. Bon, pas une bonne idée. Tu achètes de l'or, tu vas dans un camp de concentration parce que tu es un mauvais citoyen. Tu achètes de l'immobilier, il est bombardé, il ne reste rien. Guerre civile, guerre tout. Bon. Tu achètes IG Farben, Deutsche et Siemens, et tu prends ta retraite paisiblement en 1960. Si tu as acheté Krupp, par contre, t'es mal. Hein. Oui, mais Krupp, ils ont eu quelques belles années quand même. Mais je veux dire par là, tu te mets en Air Liquide, Schneider, L'Oréal et je ne sais pas quoi, et tu vas vivre au Portugal, et tu vis comme un prince. Et pour ceux qui veulent rester quand même en France, qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui? Moi, ce que je dis aux gens, dans votre épargne, vous devez avoir tout ce que j'appelle les contrats, c'est-à-dire les obligations en Asie, et toutes vos actions dans des sociétés qui n'ont rien à voir avec l'État français. J'en ai fait une liste de 10, d'ailleurs, comme ça en 5 minutes, qui bat l'indice français de 2 points par an depuis 20 ans, et qui continue à le battre avec une régularité d'horloge. Et donc, je dis aux gens, puisque il y a une imbécilité. Vous dites que l'État français va faire faillite. Et qu'est-ce que vous faites? Vous achetez de l'assurance vie dans laquelle vous mettez des obligations d'État français. Il faut être très con quand même. Donc vous vendez toutes vos assurances vie, vous mettez en Schneider, en L'Oréal, en LVMH. Et c'est-à-dire que ça vous donnera un portefeuille qui sera extrêmement volatile, mais qui vaudra quelque chose dans 40 ans. Parce que vous achetez une obligation française. À condition, là, si je vends mon appartement à 1 million, à condition de ne pas le mettre maintenant alors qu'on est au plus haut historique, je pense qu'il faut réinvestir au fil de l'eau. Il faut étaler sur 2 ans, moi. Je dirais. Pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que tu regardes toutes les grandes périodes. Mettons qu'on rentre dans une période d'hyperinflation, qui est très probable, ce qu'on a eu en Turquie, par exemple. Et bien, en Turquie, à ce moment-là, quand les gens se rendent compte que le marché obligataire ne vaut rien, ils sortent du marché obligataire, ils achètent des actions, et les actions montent comme des fusées. C'est ce qui s'est passé en Argentine aussi. C'est ce qui s'est passé au Brésil, c'est ce qui s'est passé partout. Donc, encore une fois, faire du timing sur le marché des actions, si tu dis la décision essentielle, c'est les obligations valent rien, donc je dois sortir des obligations, et le moment où tu rentres n'a aucune importance. Ni la valeur. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais moi, je ne suis pas capable. Il y a des études, tu les retrouveras. Si tu as acheté depuis, par exemple, que l'euro existe et que tu as acheté à 10% des plus bas atteints par le marché, je ne te parle pas de saisir le point bas, ce qui n'existe pas, ou de vendre tout en haut, ce qui n'existe pas non plus, mais ceux qui ont acheté au plus bas en 2003, en 2009, en décembre 2018, c'est pas rien, mais leur performance est 2 fois supérieure à ceux qui... Je cherche simplement à avoir du 4 ou 5% par an réel qui me permettront de prendre ma retraite. Je ne cherche pas à faire un carton. Je cherche simplement à dire comment je peux, puisque je vais toucher aucune retraite, il faut que je fasse ma retraite. Et je ne vais pas m'amuser. Parce que si j'attends et que l'inflation part vraiment en hyperinflation, je perds 100% de mes biens, et à ce moment-là, je suis mal. Tandis que si je les achète maintenant, mes airs liquides, etc., donc je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je sais
que les obligations dans tout le monde de l'OCDE vont aller à zéro. Et donc, ça implique qu'il va y avoir, c'est la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, et la mauvaise monnaie qui est des obligations va chasser les actions, en l'or. Et je ne sais pas quand ça va se produire, et je ne suis pas assez malin pour le savoir. Et donc, c'est ce que je dis aux gens. Vous devez avoir 100% d'actions. Mais d'actions qui n'ont rien... Je dis, il y a deux sortes d'actions, les actions capitalistes et les actions communistes. Et avoir des actions communistes, c'est très con. Je crois que ça sera le mot de la fin. Là. Ouais, je crois que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. C'était particulièrement intéressant. On est très très content de vous avoir eu sur cette chaîne. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et j'espère qu'on vous verra bientôt. Merci aussi Philippe. Et à bientôt. Si le contenu de cette vidéo vous intéresse, sachez que Charles Gave et Philippe Béchade ont rédigé ensemble un rapport où ils vous expliquent les dessous de la situation économique et politique et ils détaillent également les investissements à privilégier en 2023 pour protéger votre patrimoine. Donc j'invite ceux qui nous regardent à le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Merci encore et j'espère à très bientôt.